entre une élève et son encadreur. Ce fait a provoqué une vive émotion dans le corps social. Les avis, bien évidemment, sont partagés. Il y en a qui essayent de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Il y en a aussi qui estiment que l'acte en lui-même est odieux. Il n'est pas nécessaire de s'en trouver une explication ou une justification. Scène de presse s'est saisie de cet échange de coups de poing entre l'élève et la surveillante pour mettre en débat la question de la violence en milieu scolaire. Une question que l'on peut analyser sous l'angle d'un manquement aux règles du comportement en société ou sous l'angle d'un manque de sécurité au sein des établissements scolaires. Pour en parler ce soir, nous avons fait venir autour de cette table Chandel Ebale Monezé, psychologue social, professeur d'université, chef du département de psychologie à l'université de Yaoundé 1. Je rappelle que le professeur Ebale a été sous-directeur de la promotion et de la protection de la famille au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Mbele. Bonsoir, chers téléspectateurs. Il y a également à ma gauche le professeur Faustin Vogo, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, ancien proviseur du lycée des Man à Yaoundé, écrivain. Il est aujourd'hui premier adjoint au maire de Bala. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Bonsoir Séverin, bonsoir aux téléspectateurs. Tout à côté de vous, Serge Bikoy, bonsoir. Bonsoir Séverin Ligam. Serge Bikoy est chef service politique et économique à la RTS, Radio Tiemeni Siantou, enseignant de sociologie et des relations sociales dans les instituts privés de l'enseignement supérieur. Et puis enfin, l'unique dame sur ce plateau, Magdalene Lamango Eno, avocat, membre de la CAFEJ. La CAFEJ, c'est l'association camerounaise des femmes juristes. Elle est également arbitre à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA. Bienvenue, madame. Thank you, Mr. Mbele. Good evening, panel members, and good evening, audience. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours ravis de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder chaque soir, le dimanche, pour parler des faits de société, des problèmes qui nous préoccupent. D'abord, les faits. La bagarre a eu lieu au lycée d'Uncoleton, non loin du centre de production de Mbala 2. Je propose que nous partagions la version des faits présentée par le proviseur de cet établissement. Nous regardons. Cette image a fait le tour de la toile. Une élève et sa surveillante générale en pleine empoignade. Des scènes comme celle-ci sont devenues récurrentes dans le milieu scolaire au Cameroun. Les actes pourtant condamnés interdits dans ce milieu. C'est même pas un peu du tout normal que l'élève prenne sa main pour taper son professeur, même s'il a fait quoi. Ton professeur est ton professeur. Si tu peux taper ton professeur, ça veut dire que tu peux taper tes parents. Ton enseignant te donne les connaissances que tu recherches. Toi, tu es élève et tu dois sûrement respecter. Il est comme ton parent parce que la plupart du temps, tu es à l'école, il t'enseigne. Pour ces élèves rencontrés dans les rues de la capitale du Cameroun, l'enseignant est un parent et quel que soit l'acte qu'il pose, il a droit au respect. Et pour la plupart, l'acte de violence observé il y a quelques jours au lycée d'Uncoleton est regrettable. Ça commence depuis même la maison. Si d'abord à la maison, ils ne respectent pas les parents, ses aînés, ses grands frères, ils ne peuvent même pas faire ça à l'école. La scène du lycée d'Uncoleton traduit à suffisance le malaise profond dans la relation enseignant-élève. Elle convoque alors une remise en question de l'éducation inculquée aux enfants par leurs parents à la maison, mais aussi un réarmement moral au niveau du système éducatif du Cameroun. Nous allons peut-être revenir sur le fait même, ce qui s'est passé au lycée d'Uncoleton avec le proviseur qui nous relate effectivement cette affaire telle qu'elle s'est produite. Il était 8h50 quand il y a eu une altercation entre une élève de terminale allemande et sa surveillante de secteur. Et la cause, c'est quoi? C'est que la surveillante de secteur, après la prise en main des élèves au niveau du portail, s'est dirigée vers son secteur. Et elle a donc demandé aux enfants qui étaient dans le couloir de regagner leur salle de classe. Tous les élèves sont allés en salle, sauf cette fille qui a manifesté un défi par rapport à sa surveillante de secteur. Et malgré cela, la surveillante de secteur n'a pas réagi. Elle a ignoré la jeune fille et elle avait sous la main
des élèves de la classe de 5e qui étaient passés au conseil de discipline et qui avaient des corvées, qui étaient soumis à des corvées. Et c'est elle qui suivait la sanction donc qu'on avait attribuée à ces élèves de 5e. Elle a donc amené ces enfants qui devaient faire la corvée. Les enfants commençaient à laver le couloir. Et c'est à ce moment que la jeune élève décide donc d'aller en salle de classe. C'est à ce moment qu'elle trouve que c'est opportun pour elle de rentrer dans la salle de classe. Et quand elle veut donc passer, la surveillante de secteur lui dit non, il n'est pas question que tu passes. Parce que là, on est en train de laver le sol. Et le sol, il est encore mouillé. Tu vas attendre qu'il sèche ou bien tu vas aller contourner pour retrouver ta salle de classe. Mais tu ne peux pas passer là. Elle a dit donc à la surveillante de secteur, je vais passer. Et on verra ce qui va suivre. Et la surveillante de secteur a essayé de barrer la voie puisqu'elle forçait pour traverser. Et c'est là où il y a eu la bagarre que nous avons vue dans les vidéos. Voilà, professeur Mvogo, comme membre actif de la communauté éducative, vous avez fait 10 ans proviseur au lycée des Mana ici à Yaoundé. Vous avez vécu une scène pareille? Je dois dire non, tout de suite. C'est une scène malheureuse que nous regrettons, mais ce n'est pas une scène courante qu'on rencontre dans les établissements. Les bagarres, il y en a entre les élèves, entre les étudiants. Il y a des bagarres, il peut y avoir des bagarres entre des élèves et des enseignants. Au niveau élémentaire, il y a très peu de bagarres entre élèves ou écoliers et enseignants. Il y en a déjà qu'on rencontre entre élèves et professeurs. Au niveau du secondaire, on en rencontre. Mais c'est des faits quand même assez rares parce que ce qui s'est passé l'autre jour en Coléton vraiment rentre dans du nouveau, ça. C'est pas très courant. C'est vrai, on parle de violence dans les établissements. On a vu des cas qui sont arrivés, par exemple, au lycée de Colbison avec Mordom. Mais vraiment, c'est assez rare parce que le milieu est un milieu éducatif. Et donc, il y a très peu de ces choses. Mais ça existe. Serge, ce fait bien peut s'apparenter à un fait divers, mais il est inédit quand même. Oui, il est inédit. Et ça nous permet davantage de pouvoir structurer l'argumentaire sur la base d'un ensemble de comportements que l'on peut observer dans l'environnement socio-éducatif. L'on se rend davantage compte que la violence est un phénomène qui est de plus en plus généralisé dans l'ensemble des établissements scolaires. Lorsque l'on voit ce type de rapport, ça nous permet au moins de faire une comparaison entre la période antérieure et la période contemporaine. Parce que vous savez qu'il y a d'abord la perception de qui est l'enseignant. L'enseignant auparavant, c'était celui-là qui était considéré comme, qui était considéré comme une vitrine sociale, qui était considéré comme un modèle de référence. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. On avait peur de l'enseignant parce que lorsque vous voyez votre maître ou bien votre enseignant du secondaire, vous aviez davantage peur. Mais aujourd'hui, on se rend davantage compte que la société a véritablement changé avec des nouveaux modes de comportement qui frisent aujourd'hui la déviance. Parce que si l'enseignant était craint antérieurement, aujourd'hui, on se rend davantage compte qu'il y a une banalisation du champ des rapports sociaux entre les enseignants et les élèves et ça pose un problème de fond. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de facteurs qui visent davantage à constater que aujourd'hui, la libéralisation de la société avec ce que nous vivons, parce qu'aujourd'hui ce ne sont plus des parents qui sont des agents exclusifs de socialisation. Vous avez les médias, vous avez les écoles, vous avez les ONG entre autres. On se rend davantage compte que l'enfant est aujourd'hui en train de théâtraliser ce qui se passe ailleurs. Vous savez, dans la société africaine, l'enfant c'était l'enfant de la société, l'enfant de la communauté. Mais vous avez aujourd'hui l'impression qu'avec la société qui est ouverte aux changements sociaux,
il y a matière à réflexion par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est pour cela que cette libéralisation des masses médias, cette occidentalisation à outrance que nous constatons dans la société, entraîne aujourd'hui un ensemble de comportements déviants, de manière que l'élève aujourd'hui puisse se mesurer à celui qui se présente à lui. Et là, ça pose un problème. Lorsque vous voyez, nous avons suivi tout à l'heure le témoignage de Madame le proviseur, l'élève qui veut opposer un défi à la surveillance générale. On a donc l'impression qu'on veut basculer dans l'inversion du champ de rapport. Parce qu'on sait que l'élève doit soumission à son enseignant, doit respect à son enseignant. Alors on va revenir tout à l'heure. Professeur Ebalé, vous êtes psychologue social. Peut-on trouver une explication à cet acte de violence? Merci pour cette question. Vous allez permettre que je m'étende un peu par rapport à mes explications, où je voulais d'abord présenter l'école, n'est-ce pas, comme cette institution scolaire chargée de former des personnes peut-être un peu plus jeunes, mais si je parle de l'école comme institution, ce que je voudrais dire qu'il s'agit d'une organisation. Et comme toute organisation, l'école a un ensemble d'éléments culturels. Et ces éléments culturels, en principe, ont trait à la cognition. Et l'école aussi a un certain nombre d'éléments structurels qui vont renvoyer à la façon d'assumer des tâches et qui, n'est-ce pas, aboutiront sur ce qu'on appelle le climat organisationnel. Toujours dans l'école, n'est-ce pas, en tant qu'organisation, il y a une éthique, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, n'est-ce pas, qui sont peut-être, pour ce qui concerne les enseignants, confinés dans le code déontologique ou le règlement intérieur pour les élèves. Je voulais dire que c'est à ces trois niveaux que nous devons peut-être chercher. Maintenant, quand j'en viens à une grille de lecture qui est celle qu'appliquent généralement les psychologues sociaux, je me dis que ce qui amène l'enfant à l'école, c'est le savoir. C'est le savoir, il enquête du savoir, et l'objet principal de sa relation avec le maître tient à ce savoir. Et il faut dire que l'acquisition du savoir elle-même est un processus qui recèle en lui des conflits potentiels. Alors, est-ce qu'on pouvait prévoir ce conflit entre l'élève, tel que vous nous décrivez, cet environnement? Est-ce qu'on pouvait prévoir ce conflit-là? On peut l'expliquer? Si vous voulez l'expliquer à partir de trois éléments, trois niveaux de l'organisation. Le niveau de la culture organisationnelle, est-ce que cette culture organisationnelle est respectée dans l'organisation, aussi bien par les enseignants que par les élèves? Peut-être y a-t-il un problème à ce niveau. Je voulais aussi l'expliquer, n'est-ce pas, par le climat organisationnel, c'est-à-dire l'ambiance qui règne à l'école. Quelle est cette ambiance? Est-elle bonne? Et je voudrais aussi l'expliquer par l'éthique dans l'organisation. Alors, au niveau, n'est-ce pas, de la culture organisationnelle, permettez que je prenne un exemple. Nous avions fréquenté dans ces organisations scolaires où le respect de l'enseignant était strict, où il n'était même pas imaginable qu'un tel acte soit posé. Mais maintenant, la culture organisationnelle, la culture de l'école aujourd'hui est une culture où on voit du tout venant ce qui vient à travers la télé, ce qui vient à travers les médias sociaux. Tout cela maintenant implique un imbroglio qui fait que on se demande s'il y a vraiment une culture organisationnelle fiable à l'école. On peut avoir un conflit à ce niveau. Mais maintenant, au niveau, n'est-ce pas, du climat organisationnel, on réalise que c'est un climat où constamment des conflits règnent. Parce que là, le proviseur a bien montré qu'il y a eu un heurt entre
l'élève et son encadreur. Alors, mais maintenant, excusez-moi, M. Mbele, mais maintenant, pourquoi se confier-il? Parce qu'il peut avoir un problème de perception de l'enseignant, du surveillant, qui a des relations équitables. Je n'ai pas dit que c'est cela. Mais il peut être question d'un enseignant ou d'un surveillant qui a des relations qui peuvent être jugées, n'est-ce pas, peut-être équitables ou juste avec d'autres élèves. On va approfondir. Avec l'élève précis. On va approfondir cette réflexion, professeur. Okay. Je voudrais donner la parole à Maître Lamangoino. Quand on a écouté Madame le proviseur tout à l'heure, est-ce qu'il y a une règle du droit qui est violée dans cet acte qu'on nous présente? Thank you, Mr. Mbele. Actually, it is very obvious that from what we saw, there are infringements of the laws, not only one law, but many, many instruments of law. To begin with, if I take the scenario where the surveillant or teacher, I suppose she's a teacher too, because she's working in an environment of teaching. If I take that scenario where she buttoned, yes, tout à fait. Right. If I take the scenario where she buttoned up the student, and the student put her hands up, as if to say, I surrender, as if to say, I am sorry, let it lie, and the teacher continued to button up the student, there we can see clearly that there is threat, and threat is prescribed by the Cameroon Criminal Code in its sections 302. That is the first infringement of the law that we can see from those images. Secondly, when we look at how they proceeded after that, you realize that the teacher who buttoned up the student did not leave the student alone when she raised up her hands. And the student at one point flipped off and changed her attitude suddenly. And they started boxing each other. I don't know if they were in a boxing ring, but I just saw fight. Mais le professeur disait qu'à leur époque, si ça pouvait arriver, on s'attendrait à ce que l'élève prenne fuite, que de retenir, de se plonger sur l'enseignant. Mr. Mbele, we are coming to that. Just permit me spot out all the infringements that I saw on that image, because there are so many of them. At that level, where the student started boxing the teacher, or the teacher started boxing the student, and the student was also boxing the teacher, there we can see that there is assault. Definitely there is assault, and this is an infringement that is against the Cameroon Criminal Code, and is punishable in its sections 279. And when we look at assault, assault is organized into 3 different categories. You have the first category of assault, which is assault that occasions grievous harm. Assault occasioning grievous harm is when, as a result of these infringements, or as a result of what is going on, the party or the person who is the victim ends up with a handicap that is evaluated medically, and it is stated to be a handicap that has harmed a part of the body of the victim. Donc pour le moment, when there's permanent on n'est pas arrivé à ce point-là. We don't yet know, because we have not carried out any medical examination. I mean, it's still very early to talk about that, but my role now is to bring out all those possible infringements of law that we saw in the image. That is the first thing. The second thing is we have the second category of assault, which concerns simple assaults, which concerns simple harm. And simple harm is categorized as such when the assault occasions incapacity for more than 30 days. If after the medical examination, it is detected that the victim has incapacity of more than 30 days, then Articles 279 of the Penal Code
incriminate that Nous act. espérons que les avocats ne vont pas se saisir de ce cas-là, Non, peut-être pour non, l'amplifier autant qu'il ne soit pas. C'est très important qu'on Oui, sache on est d'accord, mais là. pour le moment... Parce que c'est sur la base de ça qu'on va voir l'importance même des actions criminelles ou bien des actions juridiques à mener. Il faut qu'on sache exactement ce qui a été fait et les actes qui ont été posés qui ne sont pas en droite ligne avec la loi. On nous a dit que vous avez été saisi à la CAFEJ, c'est ça? Oui, tout bon, à fait. Pour le moment, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Alors, je voudrais qu'on entre dans le fond des choses. Et le professeur Ebala avait déjà commencé à dire ça. C'est-à-dire que je rappelle aux téléspectateurs que le ministre des Enseignements secondaires a annoncé le 30 mars par voie de communiqué que l'élève en question, l'élève qui a bagarré avec la surveillante, a été exclu définitivement de l'établissement le lundi 28 mars. La faute, bien sûr, avoir agressé une enseignante le même jour. Alors la question que je pose à vous tous ici, est-ce que c'était la meilleure solution? Non, mais je pense, c'est vrai, qu'il faut revoir le fil des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le proviseur nous a dit? Le proviseur nous a dit ici qu'une élève s'est montrée récalcitrante. Elle a refusé d'aller entrer en classe. Cette même élève est revenue par la suite et elle est venue passer là où on nettoyait et la surveillante n'a pas accepté cela et c'est à partir de là qu'il y a eu altercation. Il faut qu'on voit cette affaire-là de part et d'autre. Quelle était la faute de l'élève? L'élève a d'abord refusé. La faute ici au regard de quoi? Du règlement intérieur? Du règlement intérieur. C'est-à-dire que l'élève a refusé d'aller en salle de classe. Ensuite, l'élève est venu passer alors qu'on lavait et on lui interdisait de laver. Est-ce que ce sont des fautes majeures? Il faut s'interroger. Maintenant, il y a eu altercation. Et les images que nous avons nous montrent une scène où c'est la surveillante qui cravate l'élève, c'est-à-dire des sévices corporels, et qui, la première, donne une gifle à cet élève. La première. Ça, ce sont les images que nous avons reçues. On est désolé. Donc, c'est l'enseignante qui a donné la première gifle. Et la gifle est donnée où? Devant d'autres adolescents. On se rend compte qu'il s'agit des adolescents. Et la gifle est donnée à une adolescente devant d'autres adolescents. Qu'est-ce qui va se passer? L'adolescente va réagir. Elle va réagir. Il n'y a rien à faire. Il faut s'attendre à cela. Moi, je veux dire que l'enseignante, je crois qu'elle aurait dû avoir un peu plus de retenue quand même. Vous ne vous reconnaissez pas en cette enseignante, évidemment. Non, non, je ne me reconnais pas. Mais est-ce que c'était la bonne solution, l'exclure définitivement? Non, je dis d'abord que je ne me reconnais pas. Et je suis sûr que beaucoup d'enseignants, peut-être la majorité des enseignants, ne vont pas se reconnaître en cette enseignante. Parce que on nous apprend la retenue et nous devons apprendre aux enfants cette retenue-là. Et on nous apprend le discernement, le jugement. Je crois que c'est à nous d'apprendre ça aux autres. Alors, si nous-mêmes, nous faillissons, alors là, ça commence à être un vrai problème. Nous sommes des éducateurs. Nous avons appris cela et nous devons l'appliquer, apprendre ça aux autres. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de retenue et moi, je ne me reconnais pas. Je suis sûr que beaucoup d'enseignants ne se reconnaissent pas en cette enseignante-là parce qu'il y avait des indices. Le premier indice était que l'enfant a refusé d'obtempérer lorsqu'on lui a demandé d'aller entrer en classe. Ça, c'est un premier indice. Il faut donc voir cet indice-là. Il faut réussir à voir cet indice. Le deuxième, c'est que le même enfant vient passer et on lui demande de ne pas passer. Le même enfant refuse. En ce moment-là, il faut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle avait peut-être, je ne sais pas, une obligation physique, biologique, n'est-ce pas? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en ce moment, on peut. Et puis, cravater un enfant, c'est mettre la main sur un enfant. Je crois que les gens de loi savent. Et nous-mêmes, nous avons des instructions. Les sévices corporels sont interdits.
il y a des instances de punition parce que cet élève n'a pas été puni. Cet élève n'a pas été puni. Cet élève a été cravaté et elle a été fouettée devant tout le monde. Serge. Et puis après, on est arrivé à la sanction suprême. Je crois qu'on aurait pu voir ça aussi autrement et nuancer un peu ce qui devait se faire. Serge? Bien, vous savez, lorsque l'on voit ce type d'image-là, vous savez, nous sommes des êtres humains qui avons des comportements différentiels. Il y a des êtres humains qui sont colériques, qui sont calmes, qui sont catégoriques, qui sont impulsifs, entre eux. Donc, tout dépend du caractère personnel de chaque individu. N'ayons pas une approche normative ou bien dogmatique, considérant davantage à condamner ou bien à réprimer tel ou bien tel. Non, la décision est déjà là, elle est exclue. Oui, la décision est là. Moi, je pose la question, est-ce que c'était toujours la meilleure solution? C'est ça ma question. Il faut au préalable avoir une approche explicative et compréhensive. C'est pour cela que moi j'ai mis tout à l'heure l'orientation de l'approche du professeur Ibalé Monese qui a parlé à la fois de la culture organisationnelle, du climat organisationnel, de même que de l'ambiance organisationnelle. Lorsque vous voyez l'altercation entre l'élève et l'enseignante et la suivante générale, vous vous rendez compte que il y a eu l'enseignante a voulu faire prévaloir son autorité, son influence, voire son pouvoir sur l'élève. C'est pour cela que face au comportement récalcitrant ou bien déviant Mais est-ce qu'elle n'était pas dans son rôle aussi, l'enseignant, la surveillante? Justement, c'est pour cela que laisser cette attitude passer. Hein. Vous parlez à un enfant qui est sous votre encadrement. Oui. Faire comme s'il n'y avait rien, comme si elle ne veut pas comprendre ce que vous dites. Est-ce qu'elle n'était pas dans son rôle aussi de rappeler? Bon, peut-être qu'elle est allée plus loin, mais pour ça... C'est pour cela que je parle d'autorité. L'enseignante a voulu faire prévaloir son autorité sur l'élève qui s'est montré récalcitrante ou déviante face à elle. Et lorsque vous vous rendez compte que l'élève est récalcitrant, il y a des mesures. C'est vrai que le professeur Fosengo aurait préféré la maîtrise de soi ou bien la retenue de l'enseignante. Mais face à de tels comportements, chacun a agi en fonction de son caractère personnel, en fonction de ses pulsions, en fonction de ses émotions, en fonction même de ses dispositions psychologiques. Tout le monde n'aura pas la même appréhension face à ce comportement-là. C'est pour cela que... On va laisser Maître va réagir peut-être avant que le professeur prenne la parole. Actually, I wish to say, normally under such circumstances, the teacher or the surveillante, as they say, is not supposed to behave the way she wants, because educational setups are setups that are regulated by law. And in all educational setups, you have rules that govern the setups. You have, for example, the law that governs primary and secondary institutions, a law on orientations. And that law specifically spells out that in no circumstance should a student or a child be molested, be submitted to corporal punishment. Maître, est-ce que c'est pas... I mean, it is the law. It oui, has to je suis d'accord. Est-ce que c'est pas ces lois, then, ces droits sur les enfants qui font que les enseignants n'ont plus les mains libres et parfois laissent donc passer des choses? Vous l'envoyez les enfants et se disent, bon, je ne peux pas parler à un enfant parce que le droit des enfants me condamne. No, Mr. Bele, the question is not there. The problem is those who are working in those institutions are all stakeholders of education. And stakeholders of education have different rights and responsibilities spelled out by the law. And they are supposed to know those rights and responsibilities. And they have, competencies that permit them to do what they are doing and to work where they are working. And part of the competencies of a surveillant is to be able to discipline a child using pedagogic procedures that are put up. Where did she put her expertise? Le professeur parlait de tout venant dans les établissements. If she is really a professional as such. Oui, mais je voudrais d'abord revenir sur le comportement de l'enfant. Vous savez, il est demandé aux enseignants, pas qu'il est demandé, au cours de leur formation, leur enseigne diverses matières dans la psychologie de l'enfant. Et la psychologie d'enfant nous enseigne que les adolescents, c'est des gens prompts, n'est-ce pas, à passer au conflit. Donc, de manière générale, lorsqu'on le sait déjà, on peut, n'est-ce pas, chercher à avoir une retenue. C'est d'autant plus que la notion de service est même une notion qui demande abdication. Vous comprenez? Donc, de ce point de vue, il y a quand même un problème
par rapport à l'enseignant. Mais l'élève n'est pas innocenté. Voilà. Parce qu'il y a des règlements. L'école a des règlements. Et cet élève tombe sur le poids de ces règlements. Bon, maintenant, la question était de savoir est-ce que c'était la meilleure solution. Peut-être pas. Mais c'était une solution applicable et elle a été appliquée. Mais je crois que c'est quand même quelque chose qui ressemble à un poids, deux mesures. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi il y a deux personnes qui sont en conflit et il y a une qui subit pratiquement la sentence extrême et l'autre, pas du tout de sanction. On ne comprend pas. Parce que la sanction aurait dû être des deux côtés. Voilà. Lorsque nous recevons des élèves ou des étudiants, nous savons que nous devons les conduire vers le beau, vers le bien, vers ce qui est normal, vers la connaissance. Nous devons les conduire. Alors, nous devons savoir, et nous le savons déjà. Mais le bien, le beau qui ne reçoit pas déjà à la maison. La maison, tout est fait pour que les enfants apprennent la guerre, que la paix. Nous savons que quand ils viennent, ils ne sont pas déjà corrects, ils n'ont pas le beau, ils n'ont pas tout ça. Voilà. C'est-à-dire que nous le savons. Et donc, nous nous mettons dans la position de celui qui doit le conduire vers ce beau, vers ce bien. Et il faut se mettre dans cette posture-là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne me reconnaissais pas dans cette enseignante. Et je ne sais même pas s'il y a d'autres enseignants qui vont se reconnaître en elle. Parce que ces enfants viennent, il faut savoir, il y en a qui disent, bon, ça arrive qu'on dise, oh, celui-là est faible. D'accord, mais il est venu faible de chez lui et c'est ton rôle à toi de faire en sorte qu'il soit fort. Sur le plan scolaire, c'est comme cela. Donc, nous devons les éduquer, donc les former. Et c'est pour cela que je parlais des retenues tout à l'heure. Parce que lorsqu'on sait qu'on est face à un adolescent, quelle va être la réaction de l'adolescent? Il faut faire très attention. Et là, on pouvait avoir mort d'homme. Vous savez, s'ils avaient basculé du côté de la balustrade, mais il y aurait eu mort d'homme. Il y a une bonne opinion, maître, qui pense qu'il faut porter plainte à la surveillante. Sur le plan du droit. C'est tout à fait normal et naturel. Everybody is equal before the law and everybody has the right to take legal action to defend his or her legal rights. If the student takes up the matter further in court, it's been normal. Same as if the surveillant thinks that she too has some rights to claim, she has the freedom and the right to take the matter up to court. Maître, c'est vous aussi qui parlez souvent de coups et blessures. Hein? On a eu des coups des deux côtés. Hein? Parce oui, mais tout à fait. Portant un plainte à l'enseignante, on ne peut pas... Ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dédouaner une personne. Il y a eu des coups des deux côtés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais bien expliquer les infractions qui ont eu dans ce dossier, dans ce cas. Parce que quand on regarde les faits, on se rend compte qu'il y a eu les responsabilités de part et d'autre. L'étudiante a eu ses responsabilités à elle. Elle a aussi violé les règles de l'école. Mais il y avait une instance et il y avait une instance pour aller la juger et non pas la battre. Non, il y a les instances à l'école qui gèrent les problèmes qui surviennent, les problèmes des règles et de brise des règles à l'école. Il y a le règlement intérieur qui spécifie exactement qu'il y a le conseil de discipline qui doit tenir en cas d'un problème pareil. Et l'étudiant peut saisir les instances comme l'enseignant. Voilà. Donc, les deux avaient les mêmes droits. Et l'enseignant, qui est le maître, et qui est l'expert, et qui a les compétences pour pouvoir se contrôler, et pour pouvoir amener même l'enfant à la suivre dans sa méthode, a manqué de ses responsabilités, ou encore a failli, je dirais, je m'excuse de le dire, parce que normalement, en tant qu'expert conseiller, puisqu'elle était surveillante, ça veut dire qu'elle a d'autres compétences qui ont amené les instances à la mettre dans cette position. Ouais. Mais on voit qu'elle n'a pas pu amener un enfant à être calme, malgré que l'enfant soit même très soumis dès le départ. Parce qu'on voit bien que l'enfant a mis les mains en haut quand elle a cravaté l'enfant. Et puis, est-ce qu'à un moment donné, on nous a dit qu'avant les échanges de coups de poing, il y a le conseil de discipline a été saisi? Non.
On ne nous a pas dit ça. Ça veut dire que l'enseignant en question a pris le droit dans ses mains et a voulu gérer les problèmes en dehors de la loi. Pourtant, nous sommes dans un état de droit. Il y a les lois à tous les niveaux. Personne n'est au-dessus des lois. Exact. Et dans les écoles, il y a les lois spécifiques qui gèrent toutes les activités des écoles. Ça veut dire que quel qu'en soit ce que l'enfant fait, quel qu'en soit ce que l'enseignant fait, il y a une procédure qui est mise en place pour entendre les parties et trouver des solutions aux problèmes. Et nous sommes là dans un cas de l'enseignement ou encore d'un enfant qui se retrouve dans une école. N'oublions pas que les lois ont donné la responsabilité de gardiens et de la sécurité des enfants qui se retrouvent dans les campus aux managers de ces écoles et aux enseignants. Puisqu'on y est, et vous en parlez. Si ces enseignants ne sont pas à mesure de garantir cette sécurité des enfants qu'on met à leur disposition, ça devient un problème. Si les enfants-là sont les premiers à violenter les enfants, ça devient encore très grave. Le professeur a posé un problème de fond tout à l'heure, disant qu'il y a eu bagarre, donc il change de coup de poing de part et d'autre. Oui. Mais on a l'impression que c'est davantage l'enfant qui est sanctionné. Mais n'oublions pas qu'il y a eu bagarre. Mais il faut qu'on regarde, c'est parti de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et comment est-ce que ça s'est passé? Quelles sont les relations qui ont régné entre ces deux personnes? Maintenant, si les deux faisaient des certificats médicaux avec une capacité de 30 jours, comment ça se terminerait? Chacun aura ses responsabilités, mais n'oublions pas que, comme j'ai dit, il y a eu les événements qui ont conduit à ces bagarres. Et tout le monde a vu comment l'enseignant a cravaté cet enfant et l'enfant a mis ses mains en haut. Et c'est par la suite que l'enfant réagit. Ça suppose que quoi? Ça suppose qu'il y a eu provocation. Et si la loi est claire, la loi dispose que en cas de provocation, la personne, le victime de la provocation a le droit de la légitime défense. Et c'est ce que l'enfant a fait, je suppose. Même en cas de certificat médical, l'enfant ne repose pas tout simplement. Et quand il y a, je vais vous expliquer encore, quand il y a donc provocation et il y a le droit de la légitime défense, ça suppose que même si les deux partent au tribunal, cet enfant aura ce que vous appelez circonstances atténuantes. Parce qu'on a quand même vu l'enfant asséner des coups sur la tête de l'enseignant. Et si l'enseignant en certificat médical, l'enseignant aura plutôt l'aggravation de sa situation. Parce que dans son rôle d'enseignant, elle a une responsabilité pour sécuriser d'abord et pour amener cet enfant à comprendre. Parce que c'est un enfant. Et c'est pour ça que l'enfant est à l'école. C'est parce qu'on suppose que l'enfant ne connaît pas. Et l'enseignant est là pour guider cet enfant, pour amener l'enfant à devenir mature, pour amener l'enfant à ne pas être violent et ainsi de suite. Je suis d'accord avec vous. Contrairement, c'est l'enseignant qui est le premier à montrer le mauvais exemple. Est-ce que notre environnement culturel comprend cette explication de droit? C'est pour cela que, est-ce que notre environnement comprend ça? L'approche juridique doit être confrontée à l'approche des sciences sociales. Le professeur Ibali Monoziev, psychologue social. Vous savez, sur le plan culturel, il n'est pas toléré que l'enfant oppose une résistance à son parent. Jetez un regard sur les référentiels socioculturels, les normes, les règles, les valeurs qui régissent la vie sociale. L'enfant au sein de la famille n'a pas l'opportunité de faire un défi ou bien de s'opposer à son parent. Parce qu'en réalité, c'est le père qui édicte un ensemble de règles, de valeurs, de modèles aux enfants. Donc, c'est la même situation qui est transposée notamment dans l'école, qui est également une autre instance de socialisation des enfants. Mais si on se retrouve aujourd'hui face aux enfants qui veulent s'opposer à leurs enseignants, ça pose un problème de fond. Bon. Vous expliquez sur le plan juridique que l'enfant est en posture de légitime défense, certes, mais est-ce que sur le plan socio-culturel, on peut davantage tolérer cela? Non. Parce que nous sommes dans le champ des rapports de pouvoir entre les élèves et les enseignants. L'élève doit soumission, doit respect à son enseignant sur la base de ce que prévoit notamment le règlement intérieur. Mais à partir du moment où vous violez le règlement intérieur, vous devez être sanctionné. Et c'est ce que l'enseignant, justement, a fait, de manière à pouvoir... maintenant, ce qui lui est reproché, je dis, c'est que... Pas ça. Non, je dis que ce n'est pas ça une sanction. Ça, ce n'est pas une sanction. Il y a des punitions adaptées
au comportement de l'élève. Il y a des punitions adaptées à cela. Et je dis, il y a le conseil de discipline. On aurait pu amener cet enfant au conseil de discipline, non pas gifler l'enfant. Et même vous, mon cher panéliste, si on vous gifle, vous allez réagir. Et là, c'est plus tard que vous allez vous rendre compte que ce que je viens de faire n'est pas bon. Alors, il s'agit de ne pas gifler le premier. Et c'est de ça qu'on parle ici. Et ça, c'est pas bon. Vogo, oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, ce cas de figure nous amène sur quelque chose de plus profond au niveau des institutions scolaires. Et cette chose profonde, c'est un peu la représentation de l'enseignant qui n'est devenu rien du tout pour certains élèves. Oui. C'est-à-dire que l'enseignant, je ne sais pas si c'est à cause de son comportement ou pas, mais ça peut aussi être à cause d'une clochardisation dont il se plaint, n'est-ce pas? Il est devenu objet d'une représentation sociale négative auprès des élèves. Et non seulement il est objet d'une représentation négative auprès des élèves, je vous ai parlé de le climat organisationnel. Et tel que, avec les libertés extrêmes actuelles, qui sont d'abord des bonnes choses, où tout le monde se trouve au même pied d'égalité, l'élève comme le maître, et lorsque s'ajoute une dynamique comme celle de ce jour où j'entendais bien, parce que voyant la vidéo, vous allez entendre une fille qui dit « ne la laisse pas ». Exact. Voilà. Donc il y a un comportement qui vise à encourager l'élève à défier l'enseignante. Qui est celle qui fait émerger ce type de comportement. Et je crois qu'il n'est pas bon que cela aille, n'est-ce pas, au niveau des instances judiciaires. Il ne faudrait pas que cet acte soit posé au niveau des instances judiciaires, parce que cet acte va poser un autre problème au niveau des écoles, qui sera plus terrible. Vous venez d'avoir une grève des enseignants il n'y a pas longtemps, en même temps que je ne me reconnais pas, comme un enseignant pouvant lever la main le premier sur un élève, mais en même temps je dis, non, écoutez, voilà le professeur Mbogo qui est mon collègue, oui. Je suis professeur titulaire comme lui, il est mon aîné, mais professeur Mbogo, je vais vous dire, une jeune assistante, non, elle n'est plus assistante, elle venait de passer char de cours. Elle vient me dire, prof, j'étais ridiculisé. Parce que j'attendais mon taxi pour Nkomo, je proposais 400. Et un de mes étudiants que j'ai trouvé là a demandé le dépôt. C'est ça, c'est la course au dépôt. Elle l'a trouvé là, hein? Mais comme on peut pour lui dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui recèle un certain nombre de problèmes qui peuvent faire émerger de conflits à tout prix. C'est pour ça que je dis que ce problème, vraiment, essayons de le gérer de manière à ne pas l'amener au niveau des états judiciaires. En fait, nous ne sommes pas en train de dire Moi, je vais rebondir à ce que vous avez. Nous ne sommes pas en train de dire que l'étudiant a bien fait. Non, nous sommes en train de dire que les deux parties, chacun a ses responsabilités dans la part des choses. L'enseignant a commis des fautes très grave professionnellement. Et l'étudiant également a commis des fautes graves. Parce que normalement, un enfant ne doit pas poser les mains sur son aîné. C'est vrai que quand on regarde sur le point de droit, il n'y a pas question de l'aîné. Parce que c'est la loi qui prime dans chaque circonstance. Et nous sommes dans un pays qui a ratifié les conventions internationales et on doit les appliquer. Sinon, le pays serait en train de faillir dans sa responsabilité régalienne. Donc, nous sommes... Non, c'est vraiment... Donc, là où nous sommes, on doit tout faire pour que les enfants comprennent dans les écoles, du moins c'est la responsabilité de l'État. L'État doit former son personnel éducatif pour leur faire comprendre que nous sommes dans une ère où la génération est en train de changer. Il faut qu'on le comprenne. Nous sommes en train de traverser une génération, il s'appelle génération Z, donc génération de millénaires. Donc, pour eux, ils ne se reconnaissent pas dans ce que nous on fait. Et les lois sont là pour les protéger. Et n'oublions pas qu'il y a les réseaux sociaux qui leur montrent
toutes sortes de choses qui on va revenir sur je voudrais dire... Il faut qu'on utilise l'expertise. Vous évitiez d'évoquer quelque chose que le professeur Ebale a évoqué tout à l'heure sur le... les revendications des enseignants. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il disait que l'école est devenue un tout venant. Est-ce que c'est-à-dire qu'on retrouve tout le monde à l'école, peut-être sauf ceux qui doivent être là? Conséquence, nous avons des actes odieux comme ce que nous regrettons aujourd'hui, comme ce que nous avons regretté avec Mordom Mankoli. Je ne suis pas d'accord, excusez-moi, parce que là, il y a une loi qui dit que chaque enfant a l'obligation, du moins l'État a l'obligation d'éduquer, de former les enfants. Ce n'est même pas le choix. L'État n'a même pas de choix. Donc les écoles camerounaises sont faites pour tous les enfants, quelles qu'en soient les races, les religions, tout le monde a la culture qui vient des réseaux sociaux, celle qui vient de... Bon, c'est cette culture que j'évoquais. Attendez, c'est vrai. Je crois que tout le monde doit aller à l'école. Si des gens restent à la maison, ben, ça ne va pas. Ce n'est même pas un choix, c'est une obligation de l'État. Nous oblige à amener tout le monde. C'est pour ça que nous autres enseignants devons nous élever et d'être à une position telle que lorsque nous sommes face à ce tout venant, comme vous avez dit, face à ce tout venant, que nous soyons capables. Sinon, on peut aller faire autre chose. Je voudrais revenir sur autre chose. Je ne voudrais pas qu'on relie ceci aux revendications des enseignants qui sont légitimes. D'abord, la plus haute autorité du pays l'a reconnu. Je ne voudrais pas qu'on... Non, moi, je n'ai pas relié ça aux revendications des enseignants. Je ne l'ai jamais fait. Il s'agit d'une situation ponctuelle. Il s'agit d'une situation ponctuelle. Et j'ai dit au début que j'ai vu très peu de cas en 10 ans comme proviseur à Yaoundé. Je n'ai même vu aucun cas dans mon établissement. Ce que je veux dire, c'est que les enseignants, aujourd'hui, se sont élevés. Ne voyez pas leurs revendications. Leurs revendications, vraiment, elles sont d'un autre ordre. Mais sur le plan, ils sont... On ne parle pas de leurs revendications. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les enseignants sont aujourd'hui à un niveau tel que des situations comme celle-là, ils ne l'accepteraient pas. Mais je vais vous poser une question. Oui. Pourquoi ça arrive seulement à certains enseignants? Quand on regarde le ratio, il y a combien d'enseignants? On revient. Voilà, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça attendez, est-ce que les enquêtes ont été faites pour justement traduire le phénomène suivant lequel ça arrive à très peu d'enseignants? Et même quand ce serait le cas, en sciences sociales, il y a une marge d'erreur de 5%. Si vous avez un intervalle de confiance. Non, et n'oublions pas aussi que la population a augmenté. Les écoles ont augmenté. Hier, par exemple, on était à 7 millions de population. Donc, si on avait 5 cas hier, aujourd'hui, avec 3 millions de personnes, tout change. Les statistiques n'adoptons pas ce genre de comportement. D'accord, on revient là-dessus. Et qui sont décriés. Et qui montrent que les enfants n'ont pas bien suivi leur cours de psychologie de l'enfant. Ou alors, mais seulement je voulais ajouter quelque chose. Il faut qu'on comprenne bien que l'être humain a 2 modalités de fonctionnement. La modalité de fonctionnement cognitive et la modalité de fonctionnement affective. Et souvent, quand il quitte la modalité cognitive, et que maintenant il tombe l'affectif, l'émotionnel entre en jeu, et lorsqu'on se retrouve dans un truc de dynamique où même l'enseignant entend, on dit ne la laisse pas. Elle dit, ah bon, tu dis qu'elle ne me laisse pas, moi j'attends le premier. Bon, je n'excuse pas cela. J'explique parce que ça, c'est mon rôle d'expliquer ce qui peut se passer. L'actualité cette semaine, c'est aussi la situation préoccupante du choléra au sud-ouest et dans le littoral. Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Eau et de l'Énergie étaient à Boya, Limbe, Tiko et Douala. Écoutons le point qu'il nous rapporte de ces descentes sur le terrain. Tout malade qui se présente dans une formation sanitaire n'est pas renvoyé systématiquement, même si cette formation sanitaire n'est pas une unité de traitement du choléra. Tout malade qui rentre dans une formation sanitaire est pris en charge immédiatement. Question de le remonter, question de commencer le traitement et en numéro vert 1510, accompagné de 2 autres numéros qui seront disponibilisés dans la journée et mis à disposition pour les références. Parce que nous avons une unité mobile composée d'une dizaine d'ambulances
qui sont parqués. Et à chaque fois qu'une formation sanitaire ou une personne quelconque appelle ce numéro, on vient le chercher, on l'amène vers un centre de traitement. Et dans ce centre de traitement, les intrants et tous les produits, n'est-ce pas, de traitement sont mis à disposition. Et donc, voilà le mécanisme qui est mis en place. Ce mécanisme produit des résultats et nous pensons que jusque-là, si nous n'avons pas eu une flambée plus que ça, c'est dans cet article-là. On aura beau potabiliser l'eau de tous les forages, mais si une latrine est à portée de main pour la contaminer le lendemain, on ne pourra pas barrer la voie à la circulation du microbe. Donc, c'est fondamental d'insister sur les questions d'assainissement. Il y a certes des problèmes d'eau, mais il faut bien comprendre qu'au Cameroun, l'alimentation en eau, il y a deux volets. Il y a un périmètre concédé à Kamwata. Ceux qui sont à l'intérieur de ce périmètre sont alimentés par le réseau Kamwata. Mais les populations qui ne sont pas à l'intérieur de ce périmètre sont alimentées par des forages. Et l'État a transféré cette compétence aux collectivités. Donc on aura toujours des forages. On aura toujours des captages d'eau dans certaines localités. Donc nous devons donc tout faire pour éviter la contamination de la source d'approvisionnement. Merci beaucoup Michel Renaud-Anja qui nous a permis d'avoir cet élément. Alors, je voudrais partager avec vous cette réflexion d'un enseignant. J'imagine que c'est un enseignant qui parlait. Je l'ai lu dans les réseaux sociaux. Les enseignants crient au scandale. Ils le disent à tous ceux qui veulent l'entendre. Nous méritons les enfants que nous avons. Les enfants qui, au niveau de la cellule familiale, apprennent la guerre plutôt que la paix. C'est la télé qui remplace le parent. Les parents ne sont plus eux-mêmes des modèles. C'est peut-être ça le problème. Oui, on rentre là dans l'environnement social. L'enfant est le produit de son environnement, et notamment de la famille qui contribue de façon permanente et quotidienne à l'éduquer. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a une certaine démission qui est constatée. Aujourd'hui, je relevais à l'entame de cette émission à savoir que les parents ne sont plus des agents exclusifs de socialisation de la progéniture, parce qu'en réalité, les parents sont notamment occupés à leur tâche professionnelle au quotidien. Et qui éduque l'enfant? C'est l'agent domestique, c'est la télévision, ce sont les groupes de paix, c'est-à-dire les groupes de camarades et d'amis, ce sont les réseaux sociaux, entre autres. Il y a donc là une coexistence, une confrontation entre les modèles véhiculés par les parents et ceux véhiculés par les groupes d'amis, les groupes de camarades, les médias et d'autres personnes. Et ça pose un problème. Lorsqu'aujourd'hui, vous constatez manifestement que le parent n'a pas fondamentalement tout le temps pour justement éduquer les enfants parce qu'il est occupé à ses tâches professionnelles. Peut-être parce qu'il est dépassé, pas seulement occupé, il n'a pas le temps, il ne veut même pas s'occuper de son enfant. Entre autres, et ça montre véritablement que... C'est pour ça que lorsque vous relevez le fait suivant lequel, au départ, l'enfant, c'était l'enfant de la communauté, c'est l'enfant de la société. Parce que lorsque la communauté s'asseyait, lorsqu'il y avait une déviance qui était constatée, c'est la communauté, c'est tout parent qui vous châtiait. Mais aujourd'hui, la société est tellement ouverte au changement que le droit a donné beaucoup d'avantages à l'enfant. Il est systématiquement contrôlé. Au contrôle des parents, c'est ça? En réalité, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de regarder le problème dans un angle qui n'est pas le seul angle par lequel on doit regarder le problème. L'angle sociologique est là, bien sûr. On n'en disconvient pas. Mais n'oublions pas que les temps ont évolué. Les temps ont évolué et on ne peut pas arrêter ce temps. C'est l'homme qui doit suivre ce temps et s'adapter. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens qui sont censés assurer l'éducation de l'enfant soient à l'auteur
pour pouvoir le faire? C'est ça la question. Parce que si on continue à se poser la question par rapport à l'ancienne génération, comment les choses se passaient, et aujourd'hui il y a rupture, on ne va jamais aller quelque part. Et on serait toujours en train d'entrer dans les mêmes problèmes tous les jours. Mais il reste quand même que les parents, vous êtes d'accord avec moi, que les parents ont démissionné. Hein? C'est vrai, Serge parlait je n'en des disconviens occupations. pas. C'est vrai que les parents ne font plus ce qu'ils faisaient dans le temps. Mais ce n'est pas une raison, et ça ne justifie pas trop, ça justifie d'une part, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les enfants ont les déviances aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses. Que ce n'est pas nécessairement la déviation des parents. Je vais vous expliquer. Parce que parfois aussi, c'est la configuration de la famille, n'est-ce pas? Avec toutes les familles composées d'aujourd'hui. Je vais vous prendre un petit exemple. Parents qui travaillent. Je vais vous prendre un petit exemple. Ça ne facilite pas la socialisation ni l'éducation. Oui, je vais vous prendre un petit exemple. Aujourd'hui, devant les écoles, nous voyons les bars, nous voyons les snacks. Nous voyons, on vend les cannabis, on vend les drogues. Ces enfants prennent ces drogues. Les parents même qui sont à la maison et qui élèvent bien leurs enfants ne savent pas ce que leurs enfants font dehors. On ne peut pas blâmer ces parents parce qu'à la maison, l'enfant est quelqu'un d'autre. Et dès que l'enfant sort dehors, l'enfant est quelqu'un d'autre. Maintenant, quand on regarde bien, on se rend compte qu'il y a un certain laxisme dans l'implémentation, l'exécution de nos règles et de nos lois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La loi condamne la consommation des drogues, le trafic des drogues, la vente des cannabis. Mais on voit ça à chaque coin de la route. Ça se vend. Moi-même, je vois. Mais je n'ai pas la puissance pour arrêter ça. Le gouvernement doit jouer son rôle pleinement. Le gouvernement doit mettre les gardes parce que ça fait partie des problèmes que nos enfants vivent aujourd'hui. Et on jette des blâmes sur les parents. Je voulais un peu aller dans votre sens en ajoutant une idée sur quelque chose qui apparemment n'est pas important. C'est les salles de cinéma qui pouvaient permettre au gouvernement, comme vous le dites, d'orienter le comportement de ces enfants. Mais au Cameroun, il n'y en a pas. Les grands lieux de discussion où on peut... Non. Les enfants traversent, ils sortent pendant les pauses, ils laissent les cantines dans les campus. Il s'agit d'une responsabilité collective. Oui, l'État, la famille, l'enfant lui-même. Oui, c'est une responsabilité collective. Tout à fait. D'accord. Mais il faut commencer quelque part. Et ça doit commencer où? Dans la famille. Et je crois que c'est là qu'il faut insister, parce qu'il y a une dégradation de toutes les fonctions, les fonctions sociales, les fonctions de socialisation des enfants, les fonctions politiques, intégration des enfants dans la communauté, les fonctions spirituelles. Il y a cette dégradation-là, et donc c'est au niveau de la famille, non vraiment pas au niveau du gouvernement. Le gouvernement interviendra plus tard, mais vraiment il faut commencer là. Lorsque les parents démissionnent de leur fonction, ils démissionnent, ils abandonnent les enfants qui grandissent, la configuration de la famille, qui grandissent sans orientation, sans guide et tout. Travaillant à Marois et l'autre à Kribi. Et que voulez-vous? Voilà, moi je crois qu'il faut commencer par là. Et déjà qu'il y a quand même un problème par rapport aux regroupements familiaux. Et un enfant. C'est pour ça que la responsabilité est collective. Non. On dit la même chose. Non, on dit la même chose, mais je ne voudrais pas qu'ils disent que c'est exclusivement la famille. Je dis, ce n'est pas exclusivement elle. C'est peut-être aussi celui qui a discuté certaines familles pour qu'on ne fasse pas le regroupement familial du père qui travaille à Marois et la mère qui travaille à Ngaoundal. Ce que je dis est clair. Ça commence par la famille. Maintenant, ce qui sort de la famille et qui va à l'extérieur, ce qui va à l'extérieur peut être influencé par tout cela, la drogue et tout ça, mais il y en a qui sortent de la famille et qui ne sont pas influencés par tout cela. Donc il faut commencer par la famille, c'est la cellule de base qui forme. Maintenant, parlons vrai. Quand on a les enfants, oui. Quel est le pouvoir, que le parent a sur l'enfant? Qu'est-ce qui se passe chez lui après que l'enfant ait un certain âge? Quand l'enfant sort déjà de la maison,
L'enfant part à l'école, l'enfant a l'influence de ses camarades, l'enfant vit l'Internet et les événements qui se passent ailleurs. Vous voulez que le parent fasse comment? Quelle magie est-ce que le parent peut faire? Je pense que la responsabilité formation de l'enfant commence dans la famille. On ne refuse pas. Un socle, on ne refuse pas, mais on est en train de dire que... C'est ce socle fort-là qui va déterminer la suite. On ne refuse pas, mais on est en train de dire que c'est pour cela que les écoles existent pour ça. N'est-ce pas ce qu'on appelle l'environnement social primaire. Oui, mais aujourd'hui, l'environnement social secondaire est si puissant qu'il a des outils de socialisation plus... Mais si vous permettez... On ne va pas parler tout ça à la fois. Mais pourquoi avons-nous quelques-uns qui sont bons et qui s'en sortent alors que cet environnement est si pourri comme vous dites? Il est, je suis d'accord avec vous. Mais il y en a... Non, l'environnement est très pollué. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, non, il est très pollué, cet environnement. Mais je veux dire qu'il y en a qui s'en sortent. Et ils s'en sortent comment? Parce qu'ils ont eu un socle très fort au début. Et maintenant, ils peuvent subir toutes les influences et garder le cap. Professeur Mbogo, lorsque nous parlons de la socialisation... On ne refuse pas, mais nous disons que... Lorsque nous parlons de la socialisation, nous évoquons souvent deux mouvements, deux processus. Un processus qui s'appelle l'identisation, qui fait que l'enfant s'identifie en personnage, tout en restant lui-même. Mais l'identification. Mais il y a cet autre processus qui s'appelle l'identisation, qui fait que l'enfant se positionne en tant que lui est différent de l'autre. Donc ça signifie que l'acceptation de la norme, et ça il faut le comprendre, l'acceptation de la norme ne se fait pas au même niveau chez tous les enfants. C'est pour ça qu'il y aura toujours des différences dans les familles. C'est la même chose avec les religions. Enfin, le professeur Debalé parle de deux processus, la conformité d'une part et la déviance d'autre part. Si vous êtes dans un milieu familial, l'idéal principal auquel on veut atteindre, c'est que les enfants soient conformes aux normes, aux règles, aux valeurs, bref, aux principes socioculturels édictés par les parents. Mais on ne peut pas avoir une société uniformisée. Non, pourtant de la conformité. Parce qu'il y a également des déviants. Ces déviants-là aujourd'hui qui posent des problèmes de manière que on peut pas avoir justement des enfants. Non, on peut pas avoir qui ne sont pas plus conformes à la Non, on peut pas avoir une société. Je regarde le problème autrement. Je regarde le problème autrement. Nous sommes d'accord que la famille constitue un socle. C'est le départ. Nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord qu'il n'y a aucun parent. Il n'y a aucun parent qui voudra que son enfant soit égaré. Il n'y a aucun parent. Tous les parents voudront que leurs enfants réussissent. Donc, de là, nous comprenons que ce qui se passe, ce n'est pas du fait intentionnel des parents. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent et dont ils n'ont pas le contrôle. Et quand ils envoient ces enfants dans les écoles, c'est pour que les écoles les aident, en quelque sorte, mais les parents, à redresser ces enfants. Les parents, c'est les repères, c'est des repères pour les enfants. Si les parents perdent déjà le contrôle, les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Non, nous sommes en train de dire que les enfants aujourd'hui sont les enfants de la société. Non, mais ils sont les enfants de la société et les modèles ne sont pas que ceux de la famille. Voilà. Donc, Internet, il y a beaucoup de choses externes à la famille qui les influencent. La télé de toutes sortes de modèles qui les influencent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous regardions le setup éducationnel qui existe actuellement et que nous voyons comment modifier ça pour que ça réponde aux nouvelles attentes. Parce que là où nous sommes, on ne peut pas arrêter le temps. Le temps court. On ne peut pas dire qu'on arrête le temps pour réfléchir. Il faut que l'État réfléchisse comment faire pour mettre les experts à la disposition des écoles, pour conseiller ces enfants, pour amener ces enfants à quitter les déviances, à se redresser. Il faut par exemple que les écoles... Il faut par exemple que les écoles... Non, il y a des conseils d'orientation, mais il faut aussi de plus en plus de psychologues dans les écoles. Absolument. Et l'abus de consommation de drogue. Il faut que l'État mette par exemple les centres de désintoxication, par exemple. Je vois les parents qui quittent ici, qui partent en Afrique du Sud pour aller désintoxiquer les enfants. C'est pas normal. Et nous savons que dans notre société, il y a beaucoup qui consomment les drogues. Combien de parents peuvent avoir de quoi envoyer les enfants ailleurs pour se soigner? Donc c'est des choses que l'État doit penser à ces choses. En fait, j'ai refusé le rejet total de la responsabilité sur, par exemple, le gouvernement. Parce que c'est pour ça. Donc, on commençait... Non, on commence d'abord par la famille. Maintenant, on va à l'école. Et maintenant,
À partir de l'école, le gouvernement se met à... Non, là, je ne suis pas d'accord parce que... En même temps... Et des microsculptures. Là, je ne suis pas d'accord parce que... Il y a la macrosculpture que l'État... On ne va pas parler de tout ça. Mais vous laissez la prolifération des bars dans signe des snack bars. Lorsque vous jetez un regard sur la loi, rien n'est respecté. Lorsque vous voyez cela, on ne peut que imputer la faute justement au gouvernement qui n'a pas fait respecter la loi par rapport à la prolifération des snack bars à proximité des écoles. C'est pas normal. C'est la responsabilité de l'État d'éduquer sa population par rapport aux responsabilités. C'est vrai, quand l'enfant est sorti de la maison, effectivement, il va tomber sur ces choses. Mais j'insiste et je dis que quand le socle est bon, il y a des enfants qui s'en sortent. Et nous les voyons à l'école. Nous les voyons. Vous et moi, nous vivons cela. Mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, nos élèves, ils sont, je crois, à 80-95% même bien. Moi, je pense. Parce que j'ai comparé ailleurs, où je performe aussi. Mais nos enfants sont bien. Là où vous entrez dans une salle où quelqu'un, dès que vous parlez, il vous lance ceci, là, parce qu'il a des droits, ce n'est pas bon. Les nôtres font très peu de ce genre de remarques. Une actualité largement relayée par la presse cette semaine, la qualification à Blida en Algérie des Lions indomptables pour la Coupe du Monde qui va se jouer au mois de novembre prochain au Qatar. La revue de presse est sur ce fait sportif précis avec Franck Evina. Que de qualificatifs dans la presse pour saluer la qualification des Lions indomptables au Mondial de football Qatar 2022. Fidèle à son style mutation use d'un calembour phénèque-ménal, la victoire de Vincent Aboubakar et ses coéquipiers. Soulagé au bout du suspense, le jour se réjouit dans la langue de Shakespeare. We did it. Émergence parle d'une prestation phénoménale au terme d'un match hallucinant. Pour The Guardian Post, le but salvateur de Carlo Toko Ekambi était simplement miraculeux. Un miracle grâce auquel Cameroun Tribune peut annoncer Rigobertson et ses poulains pour la bataille du titre mondial. Une autre bataille se livre sur le terrain sanitaire contre le choléra. L'épidémie fait des ravages à la prison centrale de Niobel à Douala, où vivent 4000 détenus, alerte le jour. Pour évaluer la situation et prendre des mesures urgentes, les ministres en charge de la santé et de l'eau étaient sur le terrain à Printemps dans le soir. Parmi ces mesures, la sécurisation des points de captage d'eau et la facilitation de l'accès à l'eau potable, indique EcoSanté. Au sujet des pénuries persistantes, Émergence s'interroge sur les mesures gouvernementales en cours pour mettre fin au calvaire. Un autre calvaire qui se vit lui sur les marchés, c'est la hausse des prix des produits de grande consommation, situation exacerbée par la guerre en Ukraine. Face à la presse, le ministre du Commerce aurait, d'après Mutation, fait un aveu d'impuissance face à la crise inflationniste. Pourtant, Cameroun Tribune affirme que le gouvernement s'active à amortir les répercussions économiques de l'onde de choc qui vient de l'Ukraine. Au cours du conseil de cabinet du mois de mars, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté a d'ailleurs donné des directives claires en vue notamment de veiller à la disponibilité des produits de première nécessité et surtout au maintien de prix accessibles pour les consommateurs. La revue de presse était Sur la scène. On tire vers la fin de l'émission. Nous avons posé un problème sérieux, un problème de fond. Je voudrais vous donner la parole pour que chacun dise comment sortir de cette situation-là. Nous avons perdu un enseignant au lycée de Colbison, une élève et une enseignante bagarre. Au vu aussi de tout le monde en Coléton, c'est pas bien, c'est pas de belles images. Comment régler socialement, de manière pédagogique, qu'on n'ait plus à faire face à ce type de problème? Bien. Serge. Oui, moi je pense manifestement que il faudrait que l'on établisse, comme on l'a fait tout à l'heure, la part de responsabilité, non seulement de l'enseignante, mais bien plus de l'élève, de manière à pouvoir rectifier le tir pour que l'on ne tombe plus dans les mêmes travers dans les jours à venir. Moi, je pense que chacun doit faire son introspection, c'est-à-dire sa remise en cause personnelle, de manière à pouvoir constater que j'ai trébuché à ce niveau. Nous avons relevé aujourd'hui les torts, d'une part, de l'enseignante et d'autre part, de l'élève. Lorsque chacun fait son introspection, vous vous rendez compte que
il faudrait plutôt, dans les jours à venir, voir comment on peut réorienter ce type de comportement-là de manière à ne plus commettre des gaffes. Deuxièmement, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui des mécanismes de régulation sociale. On parlait tout à l'heure du règlement intérieur. Dans chaque établissement scolaire, il faut véritablement se conformer à cela de manière que l'on puisse savoir quelle est la part de responsabilité, quelle est la fonction attribuée à chaque éducateur, quelles sont les obligations qui sont justement dévolues aux élèves. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Maître parlait tout à l'heure de l'approche juridique, en parlant justement de plaintes que l'on peut intenter contre tel ou bien tel autre. Moi, je pense que ce sera une approche maximaliste, c'est-à-dire radicale, à mon sens, pour justement attaquer tel ou bien attaquer l'enseignante. Je pense que nous sommes en société et qu'il va falloir véritablement que l'on puisse justement trouver des voies et moyens, parce qu'aujourd'hui c'est l'enfant qui a été incriminé, alors qu'on devait également établir dans le communiqué de la ministre les responsabilités de l'enseignante. Et là, on a l'impression qu'il y a eu un traitement discriminatoire en défaveur de l'élève, alors que l'enseignante a également sa part de responsabilité. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai deux mots. La justice et la formation. La justice, devant un cas comme celui-là, je crois qu'il faut regarder et faire la part des choses. Quels sont les torts de l'élève? Quels sont les torts de l'enseignante? Et lorsqu'on applique les règlements, il faut qu'on les applique à l'une et à l'autre. Je crois que là, ce sera juste, ne serait-ce que pour que l'élève se sente un peu, qu'elle se sente un peu dans sa peau, parce que c'est une élève qui peut souffrir de ça toute sa vie. Elle peut souffrir de ça toute sa vie. Donc moi, je voudrais qu'on soit toujours juste lorsqu'on a une situation comme celle-là. Quels sont les torts de l'un? Quels sont les torts de l'autre? Il faut d'abord ça, la justice, de un. Et de deux, la formation. Il faut que nos enseignants soient bien formés. Ils le sont. Il faut peut-être qu'ils reviennent à la formation reçue avant de venir en contact des élèves. Il faut qu'ils reviennent à ces fondamentaux-là qui nous permettent d'aborder ces gens-là avec amour, parce que sinon, on ne peut pas enseigner. Et donc, il faut les former, et bien les former, qui connaissent les règles de fonctionnement de l'école, parce que l'école ne fonctionne pas quand même comme une épicerie. Donc, il y a des règles, et il faut respecter ces règles-là. Donc, deux choses pour moi, juste et former. Maître, on a violé la loi, il faut appliquer la loi. Oui. Ça peut régler les problèmes dans la société. Je l'ai dit depuis le départ. En fait, je vais le redire, qu'il faut que les lois soient respectées. Les lois existent. Ce n'est pas comme si nous sommes dans une société primitive où on fonctionne à partir de ce qu'on veut. Les lois existent. Nous sommes dans un pays de droit. Et il y a les lois qui régissent le fonctionnement des écoles. Il y a les lois qui imposent une certaine conduite chez les gens et chez tout le monde, chez les acteurs qui sont dans les écoles, que ce soit les étudiants, les parents même, ou les enseignants et les managers de ces écoles, même l'État. Il y a les lois qui établissent leurs responsabilités et leur rôle. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces lois soient respectées. Et en plus de ça, il faut qu'on revienne à doter de tous ces acteurs de nouvelles expériences, de nouvelles compétences pour faire face à ce qu'ils vivent dans la société aujourd'hui. Parce que hier, il n'y avait pas les drogues dans notre société. Aujourd'hui, 3/4 des enfants qui sont à l'école prennent les drogues. Et leurs comportements, naturellement, ne peuvent pas être compréhensibles par rapport à ceux qui n'ont pas vécu ce genre de situation. Il faut qu'on dote ces responsables-là des nouvelles compétences pour pouvoir gérer ce genre de crise, pour pouvoir gérer ce genre de situation. Merci. Professeur Ebalé, pas de plainte, il faut pouvoir régler ce problème-là. Moi, je propose des solutions peut-être simples. C'est d'affecter encore un peu plus des conseillers d'orientation dans les établissements, mais aussi y affecter des psychologues, notamment des psychologues de l'éducation. Et que ceux-ci ne soient pas là seulement pour rester dans des bureaux, mais pour former les élèves et les étudiants
et constamment faire des causeries éducatives. Et là même, on peut aussi faire appel aux juristes à Café notamment, pour que de temps en temps, ils viennent ressourcer les uns et les autres sur les droits nécessaires, ne serait-ce que qui peuvent concerner les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés dans leur établissement. Retrouvons Daniel Menanga qui va nous donner un aperçu de ce que pourront publier demain les journaux. Daniel, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous. Et cet aperçu, ce sera du sport. Bien évidemment, la Coupe du Monde Qatar 2022 en perspective et mutation de titré ce lundi. On a titré gros en se logeant avec le Cameroun qui est logé dans la même poule que le Brésil, la Suisse et la Serbie. Mutation se demande quelles sont les chances pour le Cameroun à cette grande compétition. À propos du même sujet, intégration dit, Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions indomptables ennoblis par les supporters. Cameroun Tribune, à ce propos également, Coupe du Monde 2022, les dés sont jetés. Le Cameroun évoluera donc dans le groupe G avec la Serbie et la Suisse, jamais rencontrés jusqu'ici. Il y a aussi le Brésil que les Lions retrouvent après 1994 et 2014. Le hasard en a décidé ainsi. Au terme de la cérémonie de tirage au sort vendredi dernier et vécue en direct sur les antennes de la CRTV. Autre sujet également à lire ce lundi, Ramadan. C'est parti pour un mois. La communauté musulmane du Cameroun a entamé la période sacrée ce dimanche. Et durant une trentaine de jours, le quotidien des fidèles sera marqué par des privations, des prières et des actes de partage. Éco Matin, toujours à propos de la période de Ramadan et cette alerte sur la disponibilité des produits de grande consommation. Il s'agit de la farine de blé, l'huile végétale, le sucre et le riz. Malheureusement, le chamboulement observé dans les chaînes d'approvisionnement de ces produits depuis le déclenchement de la crise ukrainienne ont considérablement, ces bouleversements-là ont considérablement réduit l'offre au détriment de la demande qui est sans cesse croissante, c'est-à-dire dans les colonnes d'Éco Matin ce lundi, The Guardian Post Daily, Manu Food Shortage, Health Disaster Feed as 10,000 Nigerian refugees flood Akwaya. Paysans élite, toujours à propos de déficit du blé. La responsabilité des opérateurs économiques, la filière s'est paupérisée parce qu'ils ne se contentent pas que de gains faciles à travers les importations de farine généralement de grade 4 destinées à l'alimentation du bétail au lieu de s'investir dans des initiatives de recherche qui auraient permis d'accroître la production, une situation qui expose les populations à des problèmes sanitaires. Et si le Cameroun est toujours aussi dépendant de la farine de blé importée, si de nos jours l'on a finalement assisté médusé à l'augmentation du prix de la baguette de pain, c'est à cause de cette situation dramatique. C'est le journal Paysan Élite qui le dit. Le quotidien parle de la tournée nationale d'information dans les écoles normales, tournée faite par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Mission terminée, moisson abondante. Les détails donc à lire dans le quotidien. Repère, port de Douala, Bonabéry. 280 milliards de francs CFA pour un terminal retenu au terme d'un processus d'appel à concurrence des projets auxquels 10 candidats ont participé. La société anglaise KTH va construire sur financement propre et ensuite exploiter la plateforme pendant 25 ans.
Période au cours de laquelle elle versera une redevance domaniale sur les 42 hectares de terre plein pris sur le plan d'eau, ainsi qu'une redevance variable égale à un taux de 5% du chiffre d'affaires à réaliser pendant la première décennie d'exploitation et 6% du chiffre d'affaires sur les 15 années suivantes. Vous en saurez davantage si vous vous procurez le journal Repère. L'économie, report, infrastructure, un nouveau terminal à construire au port de Douala. Le journal Repère en parlait déjà. Les travaux seront réalisés par la société anglaise KTH pour un coût de 280 milliards de francs CFA. Une convention a été signée entre les deux parties le 31 mars dernier. Et Singan, pour finir, nomination à la défense, le plan de guerre du chef suprême, le président de la République. Chef des armées a nommé de nouveaux responsables dans l'administration centrale et à la tête des commandements territoriaux ainsi que dans certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger et au sein des tribunaux militaires. Un redéploiement de grande amplitude qui se situe en droite ligne des missions assignées au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo-Sombra, séculier auprès du haut commandement en faveur de qui les résultats probants plaident sur différents fronts. La suite, donc, en kiosque si vous vous rendez dès ce lundi. C'est vrai. Merci beaucoup, Daniel, et bon début de semaine. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste plus qu'à dire merci à nos invités. Maître Magdalene Lamango Eno, avocat, membre de la CAFEJ, Association Cameroun des femmes juristes. Merci de nous avoir rendu visite. On a beaucoup apprécié ce que vous avez apporté. Serge Aimé Bikoy, journaliste, chef de service politique et économique de la RTS. Merci. Merci bien. Merci au professeur Faustin Mvogo. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Et puis merci également à Chandel et Balé Monezé, professeur des universités, chef du département de psychologie à l'université de Yaoundé. Professeur, merci de nous avoir rendu visite. Mesdames, Messieurs, on va prendre rendez-vous dimanche prochain. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV. Salut très chers amis, c'est une nouvelle édition du Gospel Musical saison 10. Elle promet d'être riche en chaleur et en énergie. Installez-vous confortablement et ne zappez surtout pas. Alors, nous allons à l'encontre d'une autre expression de l'art. Vous savez, celle-là qui nous fait d'habitude bouger le corps. Je pense qu'on appelle ça la danse. J'ai fait la rencontre d'un groupe de jeunes très chaleureux et ils m'ont ébloui par leurs prestations. Et j'ai voulu vous partager cette découverte. Écoutons-les. Salut très chers téléspectateurs, fans, amoureux, amis du gospel. Cette semaine est particulière parce que nous allons à la rencontre d'une autre expression de l'art. Et comme depuis le début de la saison 10, nous recevons les talents ici même à Dream Foundation, dans les locaux du studio, Dream Studio, comme